4 du chapitre 5, acide fort et base forte. Bon, commençons par les objectifs. En fait, on a 4 objectifs dans ce chapitre. Tous ces objectifs tournent autour d'une idée principale qui est la réaction de dosage acido-basique. Donc, je ne veux pas lire les objectifs. On va les traiter dans les diapositives. Comme d'habitude, vous allez préparer ce que vous avez besoin pour la séance de chimie. Commençons donc par la première idée qui est intitulée titrage, but, principe, caractéristiques et réactions. En fait, quand on dit titrage, le titrage ce n'est pas une nouvelle idée, vous l'avez déjà appris l'année dernière en faisant un titrage entre deux réactions, plutôt une réaction redox, et aussi vous l'avez vu en cinétique. Donc le titrage pH métrique, quand je dis pH métrique, c'est quelque chose qui est spécifique à l'acide, aux acides et aux bases. C'est tout simplement une technique expérimentale qui permet de déterminer précisément la concentration inconnue d'une solution, soit acide, soit basique. Maintenant, quel est le principe du titrage? Le titrage se repose, si on veut dire, ou bien s'appuie sur un principe donné où la réaction chimique, appelée réaction de titrage, doit satisfaire 3 caractéristiques. Ça veut dire, si une réaction n'a pas une des caractéristiques que je viens de citer, elle ne peut pas être utilisée comme une réaction de titrage. Ces caractéristiques sont, elle doit être rapide, très rapide en fait, elle doit être totale, totale ça veut dire n'est pas réversible, et elle va être unique. Maintenant, dans cette leçon, on va aborder seulement et tout simplement le titrage acido-basique dans le cas d'un acide fort et d'une base forte. Donc, ce titrage se repose sur la réaction entre un acide fort et une base forte. Elle est appelée ainsi la réaction de neutralisation et elle est représentée comme suit. Pourquoi? Parce que le H3O+, c'est l'ion venant de l'acide et le OH- ou bien hydroxyde, c'est l'ion venant de la base. En fait, cet ion et cet ion vont réagir ensemble pour se transformer ou bien pour donner 2 molécules d'eau. Et étant donné que l'eau est neutre, c'est pour cela que cette réaction est appelée réaction de neutralisation. En fait, l'acide utilisé peut être par exemple l'acide chlorhydrique HCl. Le Cl- provenant de cet acide va se trouver toujours dans le bécher, mais elle ne va pas intervenir dans la réaction. C'est pour cela qu'on dit que Cl- est un ion spectateur, c'est-à-dire il est indifférent. De même pour Na, parce que la base utilisée par exemple est le NaOH, ça peut être le KOH ou autre chose. Donc le cation ici de la base qui est Na+, est aussi un ion spectateur ou bien indifférent. C'est pour cela ces deux ions ne doivent pas être représentés dans l'équation bilan de la réaction du titrage. Il y a ici une petite note, on va étudier maintenant le matériel, mais avant, il y a une petite note que parfois, maintenant, nous, on utilise le mot titrage. Cependant, dans ce qui suit, nous allons utiliser le mot dosage à la place du titrage, même qu'il y a une petite différence, mais vous n'êtes pas responsable de cette différence. Dans votre livre, ils utilisent le mot dosage, donc on va adopter ce mot, dosage. Quel est le matériel? Comme tout dosage, le dosage acido-basique nécessite le matériel suivant. On a besoin bien sûr d'une burette graduée, d'un support, d'un bécher, d'un agitateur magnétique et de son barreau, et d'un instrument spécifique à un dosage acido-basique qui est le pH mètre. Voyons, ça c'est un schéma du dispositif expérimental du dosage acido-basique. Voyons. En fait, ça c'est le support, il est là. Il y en a ici une pince avec laquelle on attache la burette graduée. Dans la burette graduée, on met une solution titrante. Aussi, vous n'êtes pas responsable de ce mot, mais titrante, ça veut dire que normalement, on met dans la burette la solution de concentration connue, qu'elle soit une solution acide ou bien basique. Il y en a ici le bécher dans lequel on met la solution qui est normalement de concentration inconnue. Et on utilise l'agitateur magnétique. L'agitateur magnétique, c'est un appareil qui fait tourner ici un barreau à l'intérieur du bécher dans le but de remuer ou bien de mélanger ce qui est à l'intérieur du bécher. Et finalement, voilà le pH mètre. Le pH mètre est un instrument qui est muni ici d'un électrode. L'électrode va être immergé dans la solution et quand l'électrode est immergée, il va afficher la valeur du pH de la solution numériquement ici et instantanément. Maintenant,
Un dosage pH métrique, ça consiste à quoi faire? Tout simplement, ça consiste à suivre la variation ou bien l'évolution du pH de la solution dans le bécher quand on ajoute sur la solution de la burette. Ça veut dire on va ajouter de la burette une solution, elle va se mélanger dans le bécher, ceci va mener à une variation du pH. Nous, on va tirer cette valeur numérique du pH. Pour quoi faire? Pour tracer ce qu'on appelle la courbe de dosage pH métrique. En fait, les différentes valeurs de pH mesurées après chaque ajout de la solution ajoutée de la burette permet de tracer une courbe appelée pH égale fonction du volume de la solution titrante. Bien que vous n'aimez pas utiliser cette façon pour représenter une courbe, mais ça c'est tout simplement en maths, le pH va être représenté sur l'axe des Y et le volume de la solution ajoutée sur l'axe des X. Maintenant, si la solution acide est dans la burette, la courbe sera descendante et au contraire, si la solution basique est dans la burette, la courbe sera ascendante. Pardon, ici descendante, ici ascendante. En fait, cette idée, c'est un peu dur à retenir comme ça. On va la comprendre dans les cas pratiques des exercices. Voilà. Ça, donc, c'est une vidéo qui vient de montrer le principe expérimental du dosage. Donc, voyons. Ça, c'est le dispositif expérimental. Ça, c'est la burette contenant, dans notre cas, une solution basique de NaOH. Et ça, c'est le bécher contenant une solution acide de HCl. Et voilà, le dosage a commencé. Maintenant, ici, on va tracer la courbe du pH. La valeur initiale du pH ici, ça va être lue par le pH mètre. Et les valeurs qui vont changer au fur et à mesure de l'ajout de NaOH vont aussi être utilisés comme des points sur une courbe, comme vous allez le voir. Ok, voilà. Ça, c'est la courbe. Comme vous voyez, ici, le pH, ça va être représenté sur l'axe des Y et le volume de la base ajouté ici en millilitres sur l'axe des X. Comme vous le voyez, ça, ce sont des points qui sont reliés. C'est quoi? C'est la valeur du pH mesurée par le pH mètre. À chaque ajout ici de la solution de NaOH qui va diminuer, alors la courbe va s'allonger davantage. Voyons comment ça diminue. Maintenant, faites bien attention à ça. Regardez là. Ok. Ici, ça, c'est un point suivi d'un autre point qui est très loin, éloigné d'elle. Ou bien de lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va relier ces deux parties, la partie jaune et la partie bleue à main, par une ligne, mais en fait ici il n'y a pas des valeurs enregistrées par le pH mètre. Voilà. Maintenant, étudions la courbe de dosage d'une solution, par exemple de HCl par une solution de NaOH. Voici la courbe qu'on a obtenue. Dans ce cas, le NaOH est dans la burette et le HCl dans le bécher, exactement comme dans la vidéo. Après chaque ajout d'un certain volume de la solution titrante NaOH, on note le pH mesuré par le pH mètre, comme on vient de dire, et on trace la courbe. Notez ici que le pH initial est inférieur à 7. Ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que dans le bécher, il y a un acide. Si on est dans le cas contraire, alors le pH, ça va commencer par là. Et comme vous voyez, la courbe est ascendante. Pourquoi? Parce qu'en ajoutant du NaOH, le pH va augmenter progressivement. Étudions de nouveau l'allure de la courbe, et ça c'est très important. Regardons la courbe et maintenant, on distingue dans la courbe en fait 3 parties avec un point d'inflexion. Vous savez bien en mathématiques c'est quoi un point d'inflexion qui est situé là. Commençons par la première partie qui est en rouge, la partie AB. En fait, dans cette partie, elle forme un palier. C'est quoi un palier? Ça veut dire que c'est une ligne qui est presque horizontale, même qu'il y a comme ça une montée, c'est une montée très faible. Pourquoi là? Parce que le pH augmente, mais augmente légèrement lors de l'ajout de NaOH sur une solution acide. Maintenant, la deuxième partie bleue qui est baissée, la courbe montre ce qu'on appelle un changement brusque, un saut de pH, comme vous le voyez dans la vidéo précédente. On a vu ici une variation brusque et très rapide, allant de B vers C.
Cette partie contient le point d'inflexion E. Et finalement, il y a la troisième partie qui est ici colorée en vert, la partie CD. Le pH ici varie légèrement et forme ce qu'on appelle un deuxième palier. La courbe tend vers une asymptote presque horizontale. Maintenant, de nouveau, étudions l'allure, continuons plutôt à étudier l'allure de la courbe de dosage. Pour le point initial A ici, le pH peut être calculé en appliquant la formule moins log H3 au plus, où la concentration de H3 au plus est égale à la concentration de la solution acide initialement mise dans le bécher parce qu'aucune goutte de base n'a été ajoutée. Le point E est le point d'équivalence. Que veut dire équivalence? Ça veut dire que c'est le point où les réactifs réagissent selon leur proportion stoichiométrique. C'est-à-dire, au début dans le bécher, il y avait de l'acide, on a ajouté de la base de la burette, au fur et à mesure, ces espèces vont réagir ensemble, on arrive à un moment où tout l'acide et toute la base vont réagir, donc il ne reste plus que l'eau et les ions spectateurs dans le milieu. Donc, en E, la solution est neutre et donc le pH doit être égal à 7. Les coordonnées du point E sont donc, comme abscisse, elle a le volume de la base ajoutée, et comme coordonnée, c'est le pH E, parce que c'est le pH à l'équivalence. Et finalement, pour le point D ici, le pH, il s'agit ici d'une solution basique, donc le pH est égal à 14 plus log de la concentration de l'ion H- qui se trouve dans le bécher à la fin du dosage. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'on peut déterminer graphiquement le point d'équivalence E. Comment? Voilà. On peut le déterminer par une méthode appelée la méthode des tangentes parallèles. Cette méthode consiste à tracer deux tangentes parallèles à la courbe de part et d'autre du point d'inflexion. Le voilà. Ça, c'est la courbe de dosage. Ça, c'est la première tangente tracée ici après la variation du pH. Et ça, c'est la tangente 2 qui est parallèle à celle-ci. Puis, on trace ici la droite D qui est équidistante des deux tangentes. Cette droite D qui est verte va couper la courbe de dosage par un point qui est E, le point d'équivalence. En fait, pour voir ça, pour comprendre ça, on va voir cette vidéo pour comprendre comment ça se fait. Nous avons le dosage d'un acide par une base, déterminons le point à l'équivalence. On trace d'abord la tangente avant la variation de pH. Ensuite, on va tracer une deuxième tangente après la variation de pH. Puis tracer une parallèle à ces deux tangentes au milieu de celle-ci. Le point d'intersection avec la courbe correspond au point équivalent. Son abscisse correspond au volume à l'équivalence et son ordonnée au pH à l'équivalence. Pour le dosage d'une base, le raisonnement est exactement le même. On trace une tangente avant la variation de pH, puis une tangente après la variation de pH, puis une troisième droite parallèle aux deux tangentes, milieu de celle-ci. Le point d'intersection nous donne le point E à l'équivalence. On retrouve le volume à l'équivalence et le pH à l'équivalence. Voilà. Donc, notre leçon est terminée. Il n'y a pas des exercices à faire. Il y a tout simplement à retenir les trois caractéristiques par cœur. Le schéma aussi, vous allez le copier et le retenir. Le matériel et l'allure de la courbe et ses parties. Et les caractéristiques de chaque point à la courbe de dosage. Merci pour votre attention. Je vous rencontre dans la partie 5 suivante. Merci.